Bonjour et bienvenue à tous sur Mediatico. Et vous savez que quand l'économie sociale et solidaire fait l'actu, c'est sur Mediatico que ça se passe dans notre émission ESC Sonère. Et aujourd'hui, notre invitée est une actu en soi. Elle est secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. On dit Madame la ministre. Sa vie amoureuse est dans Paris Match. Elle pose aussi à la une de Playboy, mais elle parle à la tribune de l'ONU. Alors que fait-elle pour l'ESS ? Eh bien, on en parle avec vous. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Mais merci beaucoup de venir chez Mediatico sur notre plateau. C'est un plaisir, c'est un honneur pour nous. Mais il n'y aura pas de langue de bois dans cette interview. C'est pas mon genre. Je sais bien. On va d'abord parler de Playboy. Très bien. Vous faites la une de Playboy en ce moment. C'est un MOOC, pour ceux qui ne savent pas. Ça sort tous les trimestres maintenant. J'ai eu du mal à le trouver dans les kiosques. On va parler de Playboy d'abord pour pouvoir parler du reste ensuite. Okay. Je précise, pour ceux qui n'ont pas vu Playboy, qu'il n'y a pas de photo nue de vous dedans. Je l'ai acheté pour une raison très particulière. Je voulais savoir si... dire, je l'ai acheté pour ça. J'allais dire, c'est gênant comme début d'interview. Pardon. Non, je voulais savoir si les photos qui tournaient sur les réseaux sociaux étaient les vraies photos de Playboy ou s'il y avait eu des photomontages, parce que je suis un peu journaliste et j'essaye de croiser. Il y a eu des photomontages, pas que, mais il y en a eu. La majorité de celles qui circulent sont des photomontages et je trouve que tout ce qui se passe en ce moment nous renseigne aussi sur la capacité à avoir des fausses informations qui circulent, qui aujourd'hui me touchent, mais qui demain peuvent toucher n'importe qui. C'est-à-dire on met votre tête sur une autre photo, on affirme que c'est celle-là. Comme c'est sur les réseaux sociaux, certains médias pensent que c'est vrai, puisque c'est sur les réseaux sociaux, le reprennent. Et donc, comme les réseaux sociaux voient que c'est dans des médias, ils pensent que c'est vrai. Et vous avez un cercle vicieux de la fake news. Et vous avez beau dire, mais non, ce n'est pas une vraie photo. Moi, j'ai eu quand même 48 heures de bandeau dans des chaînes d'infos en continu disant que je posais nue à la une de Playboy, ce qui manifestement n'est pas le cas. Il y a eu notamment une photo de vous, pas nue, les jambes écartées, qui n'existe pas dans le magazine. Aussi, jambes si écartées habillées, oui, précisons-le. Non, je ne suis pas habillée sur cette photo, je vois à laquelle vous faites référence. Je suis pas vraiment, je sais pas moi, je dis je, mais je devrais pas dire je, vous voyez. Mais en fait, depuis 2017, c'est le cas. Vous savez, il y a des photomontages de moi qui circulent dans lesquels on me fait croire que je suis dénudée à l'Assemblée nationale, à l'Élysée, dans des ministères. C'est au fond profondément sexiste. Et ça nous renseigne aussi, je le disais, sur les deepfakes et la manière dont on peut faire croire des informations, puisqu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent encore que j'ai posé nue dans Playboy parce qu'ils ne l'ont pas acheté comme vous, ils n'ont pas vérifié l'information. C'est important que vous le disiez, merci de le dire, parce qu'évidemment, vous le dites sur un média, et nous, en tant que journalistes, ça nous touche évidemment après, de lutter aussi, contre les fake news. Mais par contre, en fait, je voudrais savoir ce qui vous a pris de vouloir poser pour Playboy. Il m'a rien pris de plus que ce qui m'a pris de vouloir répondre à Mediatico. Après tout, pourquoi pas ? C'est pas le même genre de média. Non, c'est pas le même genre de média, mais sans faire d'offense à Mediatico, j'ai plus de résonance en répondant à Playboy qu'à Mediatico. Pourtant, je suis là. Mediatico est un média de niche, effectivement, oui. Oui, mais c'est un média excellent qui est reconnu pour son sérieux et sa très bonne connaissance de l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi je suis là et moi, je réponds à tout le monde. J'ai répondu à Valeurs Actuelles dans le passé, j'ai répondu à Libération, j'ai été aux conventions de la France Insoumise, j'étais à la convention des droites. Je ne fuis jamais le débat. Je pense qu'il faut parler à tout le monde. Vous abîmez la fonction ministérielle en posant à la une de Playboy ? Je ne le crois pas. D'ailleurs, il y a plus de 150 000 personnes qui ont acheté ce magazine. On a reçu un nouveau sondage de popularité aujourd'hui où j'ai 3 points de plus, ce qui était déjà le cas le mois précédent. Vous suivez les bien statistiques sûr, je suis une de responsable politique, donc je suis aussi les sondages. Et donc, je vois que dans la rue, les gens sont plutôt me créditent, en tout cas, qui m'apprécient ou qui ne m'apprécient pas, qui soient d'accord politiquement avec moi, qui ne soient pas d'accord, et c'est la démocratie. Ils me créditent plutôt d'être assez naturel et ils apprécient le fait que j'aille parler à tout le monde. Vous savez, moi, quand je vais dans des restos routiers ou parler avec les associations de motards ou parler avec des personnes qui sont chauffeurs poids lourds et je prends le temps de discuter avec eux, de parler de leur activité, leur vie, etc. Ils me disent qu'ils n'ont pas souvent des ministres qui viennent leur voir et qui parlent avec eux de leurs problématiques, de ce qu'ils vivent. Et c'est aussi une manière de défendre à l'intérieur de l'interview. Je défends le bilan du président de la République. Voilà. Est-ce que c'est important de le dire aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent ? Dans Playboy, il n'y a pas que des photos. Il y a aussi une interview qui accompagne ce photo-reportage. Il y a une interview dans laquelle vous parlez de votre combat féministe. Oui, tout à fait. Je parle du bilan du président de la République. Ça, c'est important pour moi. Je suis une marcheuse de la première heure et donc j'ai toujours défendu le bilan et l'action du président de la République partout où j'ai pu le faire. C'est pour ça que j'avais par exemple reçu des Gilets jaunes. À l'époque des Gilets jaunes, j'étais la première ministre d'ailleurs à le faire, à une époque où on me disait plutôt qu'il était mieux d'ignorer un peu le mouvement. Moi, j'allais à la rencontre, j'organisais des tables rondes parce que je pense qu'il faut vraiment essayer de parler à tout le monde. Il y a beaucoup de Français, vous savez, qui ne s'intéressent pas à la politique, qui ne regardent pas les médias politiques, qui ne lisent pas forcément l'actualité politique et c'est bien d'aller les chercher là où ils se trouvent. Et quel meilleur endroit que Playboy pour aller parler justement des droits des femmes et de la protection des femmes de façon générale. Mais Marlène Schiappa, vous êtes secrétaire d'État
en charge de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Absolument. et vous n'en dites pas un mot de l'économie sociale et solidaire dans cette interview. Mais vous savez... Est-ce que chaque fois que vous avez l'opportunité de prendre la parole dans les médias, est-ce que vous ne devriez pas chaque fois mettre en avant l'économie sociale et solidaire ? Je suis complètement d'accord avec vous. La presse est libre en France et je ne choisis pas encore les questions des journalistes. Mais vous savez, j'ai fait voter une résolution sur l'ESS à l'ONU. Il n'y a aucun journal qui n'ait repris cette information. Récemment, j'ai fait une visite en soutien au mouvement... Une partie de la presse a repris vos propos à la tribune de l'ONU. Aucun journal n'a fait un article disant qu'il y avait une résolution à l'ONU votée sur l'ESS. Moi, je l'ai vu en ligne, en tous les cas, peut-être aucun journal papier, j'ai trouvé des articles. Non, je vous assure, non, il n'y a pas d'article. Je suis formelle sur le sujet. Absolument, je suis formelle sur le sujet. Il y a eu des articles qui parlaient d'autre chose, qui parlaient de moi en l'occurrence, et qui, en parlant de ma personne, ont glissé le fait que, anecdotiquement, tiens d'ailleurs, elle revient de l'ONU. Récemment, la semaine dernière, j'étais avec le député Robin Reda dans une crèche associative pour défendre le modèle de l'ESS et de non-lucrativité. Nous avons un média qui était présent, qui est Actu 91, qui est un média ultra local. En fait, j'observe que la presse quotidienne régionale, et la presse spécialisée, bien évidemment, mais je la mets de côté, mais la presse quotidienne régionale est beaucoup plus encline à parler d'économie sociale et solidaire. J'étais à Marseille récemment. Parce que l'ESS est ancré sur les territoires, donc ça se comprend aussi, et heureusement. C'est exactement ça, c'est cette économie non délocalisable par nature qui intéresse du coup. J'étais à Marseille, on a eu une pleine page dans la Provence, où on n'a pas fait une pleine page sur telle ou telle polémique médiatique ou sur la situation politicienne, on a vraiment parlé d'économie sociale et solidaire. Je salue Denis Philippe, d'ailleurs, la CRES de PACA et le mouvement associatif, absolument, qui m'ont reçu à cette occasion et ça m'a permis justement de m'exprimer dans la presse quotidienne régionale. Marlène Schiappa, dernière question autour de Playboy. Est-ce que l'opération Playboy, c'est pas une tentative de coup médiatique pour faire oublier l'affaire du fonds Marianne ? Je rappelle pour nos internautes ce que c'est que l'affaire du fonds Marianne qui est en plein dans l'actualité. Lors de l'assassinat de Samuel Paty, vous êtes en charge au gouvernement de la citoyenneté. Vous décidez de créer le fonds Marianne doté de 2,5 millions d'euros. Votre cabinet va décerner des subventions à 17 associations pour qu'elles mettent en place des actions de citoyenneté. Mais la presse d'investigation creuse un peu, se demande où est passé cet argent et puis ils estiment qu'il y a très peu d'actions qui ont été réalisées et notamment qu'il y a parfois des subventions de plus de 300 000 euros à 2 reprises qui ont été versées pour quasiment pas d'action. On parle de copinage, vous dénoncez les calomnies, et puis le parquet financier ouvre une information judiciaire, le Sénat de son côté ouvre une enquête parlementaire, et il y avait une audition hier au Sénat dans le cadre de cette enquête parlementaire, où l'un des 2 responsables associatifs dit « c'est bien votre cabinet qui l'a sollicité, c'est pas lui qui est venu frapper à votre porte », et il devait répondre dans les 2 jours à un appel à projet. C'est pas tellement habituel dans les pratiques alors là, pardon, d'appel à projet. Je vais répondre à tout, mais je pense qu'on a besoin de 2 heures, parce qu'il y a tellement de choses fausses que là, dans ce que je viens de dire, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de synthétiser en toute objectivité, le plus objectivement possible. Non, mais je ne vous blâme pas, mais vous avez synthétisé des choses qui sont fausses, et d'ailleurs certaines qui sont poursuivies pour diffamation aujourd'hui. D'abord, dire que j'aurais posé dans Playboy pour faire oublier le fonds Marianne, pardon, mais c'est exactement l'inverse dans la chronologie. Je fais des photos... C'est une question que j'ai posée, c'est pas une affirmation. Je vous réponds, je fais des photos et une interview avec Playboy, on dialogue fin février. À ce moment-là, on n'entend même pas parler de l'histoire du fonds Marianne. Au contraire, c'est parce qu'il y a Playboy que derrière, il y a des journaux peu scrupuleux, certains en tout cas, ou certains responsables politiques peu scrupuleux, qui disent « Tiens, Marlène Schiappa est dans l'actualité, et on va faire gonfler, ou en tout cas flécher vers elle, un sujet qui ne la concerne guère. » Parce que dit le président... Le buzz, en fait. Exactement. Que dit le président de la commission d'enquête que vous avez signifiée ? C'est pas une commission d'enquête sur Marlène Schiappa. Quand on lui pose la question en conférence de presse, il dit, je cite, c'est un sénateur PS d'opposition, et il dit, je cite, « Il n'y a aucun sujet Marlène Schiappa. Ce n'est pas moi le sujet. Le PNF ouvre une enquête, je ne suis pas visée. Je n'ai pas été interrogée, je n'ai pas été citée, je n'ai pas été perquisitionnée, je n'ai pas été sollicitée par le PNF. Pourquoi ? Parce que c'est pas moi qui suis visée par le PNF. Donc que derrière, vous ayez certains journaux qui disent le PNF ouvre une enquête et qui mettent en mots-clés Marlène Schiappa, détournement, terrorisme, et une petite photo où j'ai l'air triste et je regarde dans le vague, parce que comme ça, ils auront des clics, et certains m'ont dit stricto sensu de cette manière. Je le comprends, même si je le déplore, et je trouve ça assez malhonnête. Mais je vais vous dire qu'on parle de copinage, alors qu'il est démontré aujourd'hui que je n'ai aucun ami, chez les lauréats du fonds Marianne, c'est proprement calomnieux. C'est calomnieux pour eux
et pour moi, bien évidemment. Mais si demain, je vous dis qu'en fait, vous avez pu monter Mediatico parce que vous êtes ami avec quelqu'un de haut placé qui vous a financé et qu'en fait, vous avez gardé de l'argent de manière injuste. Ah oui, mais moi, je vous dis que vous êtes amis, en fait. Vous êtes amis et c'est un très bon ami à vous qui vous a financé. Et vous devrez démontrer que vous n'êtes pas ami avec telle ou telle personne. Vous vous rendez compte où on en est? Une des personnes mises en cause dans la gestion interne d'une association a dit elle-même, je ne suis pas un ami de Marlène Schiappa. Donc tout ça est démontré. On est parti de où est 2,5 millions d'euros, ce que vous avez posé comme question. Aujourd'hui, il est démontré qu'on sait précisément qui a touché quoi et comment, alors, et qu'il n'y a jamais eu... C'est une question clé que je voudrais vous poser pour sortir de ce sujet et aborder les autres. Est-ce que vous fléchez, est-ce que vous faites le suivi des subventions que vous avez versées et est-ce que vous demandez des bilans sur les actions qui sont faites? Mais moi, je le fais, bien évidemment, je le fais faire par l'administration, parce que je suis ministre, et un ministre, ce n'est pas sa fonction d'aller contrôler les associations. Dans le secteur de la vie associative ou de l'économie sociale et solidaire, je ne vais pas personnellement voir par exemple l'ESS France pour leur dire vous êtes subventionné, et ben moi Marlène Schiappa je veux savoir quel est le salaire de un tel chez vous, combien il touche, est-ce qu'il a une prime, est-ce qu'il a eu un 13e mois, c'est quoi votre politique interne de rémunération. Ce n'est pas le travail de la ministre de faire ça, et encore moins quand elle n'est plus en charge du dossier, puisqu'en l'occurrence on pointe dans ce sujet des manques de contrôle autour de mai ou juin 2022. Est-ce que vous savez où j'étais en juin 2022? J'étais même pas ici, j'étais à New York et je n'étais plus au gouvernement, je n'avais plus de responsabilité. Donc je comprends encore une fois que dire Marlène Schiappa avec une photo de ma personne et utiliser mon image permettent d'avoir du clic, de générer des visites, de générer des faux scandales, mais moi je poursuis avec mon avocate, nous poursuivons en diffamation toutes les personnes qui portent des accusations fausses, et je voudrais vous dire que notre pays manifestement n'a rien retenu de son histoire politique des dernières années et des dernières générations, et des fausses accusations portées vis-à-vis de responsables politiques qui ont été traînés dans la boue, pour lesquels au moment où ils sont innocentés, il n'y a aucun article. Parce que où sont les articles aujourd'hui pour dire Marlène Schiappa n'a pas touché un centime? Où sont les articles pour dire en fait Marlène Schiappa n'a aucun ami dans les lauréats du fonds Marianne? Je ne les ai pas vus. Je n'ai pas lu qui que ce soit qui disait que vous auriez touché de l'argent, mais j'ai peut-être pas tout lu. Moi, je peux vous le certifier. Quand on est concerné par le sujet, on les voit, puisque c'est bien de ça dont il s'agit à la base. On parle de détournement et on lance des noms comme ça, et on me prête des amitiés que je n'ai pas. Marlène de manière Schiappa, extrêmement merci pour calomnieuse. cette mise au point. Elle est très claire. Je voudrais qu'on parle de vos actions à vous, avec pour plaisir, l'économie j'aimerais sociale beaucoup. et solidaire, et de votre feuille de route. Vous êtes en place depuis un an, quasiment. Vous êtes en fonction. Dites-nous de quoi vous êtes la plus fière dans les actions que vous avez pu mettre en place, conduire ou mettre en lumière depuis un an. Il y a plusieurs choses. D'abord, au-delà de ma fierté personnelle, il y a la fierté de représenter au gouvernement un écosystème, un secteur d'activité qui est en fait un secteur d'activité qui se préoccupe du bien commun, de son impact sur la société, de son impact social, environnemental, écologique, humain. Et donc ça d'abord c'est un plaisir au-delà d'une fierté. Dans mes actions, je vais vous dire, il y a deux choses essentielles. D'abord, il y a cette résolution à l'ONU. Vous aurez compris que j'y suis très attachée. On a fait voter quand même ce qui était un peu une arlésienne, ce qui était un projet qui n'avait pas abouti jusqu'à présent, malgré les efforts importants de la société civile, et notamment de Pact for Impact sur cette question. Qui avait été lancé par Christophe Ithier. Absolument, tout à fait. Haut commissaire sous le premier gouvernement d'Édouard Philippe. Exactement, et un ami qu'on salue. Et au-delà de ça, avec le groupe SOS, en fait, les acteurs de l'entreprise et de la société civile de l'ESS se sont fédérés pour porter cette résolution. J'ai réussi parce que j'avais travaillé de longue date avec l'ONU dans la diplomatie féministe, j'avais donc beaucoup noué de liens et je connais très bien le système onusien. J'ai réussi, main dans la main avec l'Espagne et avec le Sénégal et d'autres pays partenaires, à faire avancer les négociations et à faire voter à l'unanimité aux Nations Unies une résolution sur l'économie sociale et solidaire. C'est une grande fierté parce que ça va être très utile pour l'ensemble des acteurs d'avoir cette reconnaissance d'abord au plus haut niveau international possible, mais qui va déboucher aussi sur des partenariats internationaux, parce que la coopération c'est entre structures. Puisque vous dites que personne n'en a parlé dans la presse, dites-nous, que dit cette résolution? D'abord, c'est une résolution qui nous met d'accord sur une définition de l'économie sociale et solidaire. Travail qu'on a déjà bien fait en France. Absolument. Alors, travail qui a été fait en France, et notamment avec ESS France, mais avec aussi le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. En France, il y a une définition globale. Il y a d'ailleurs même les 10 principes de la République de l'ESS, faits par ESS France, qui sont extrêmement clairs et limpides. Et l'idée, c'était de savoir comment on fait ça au niveau mondial. Parce qu'au niveau mondial, le système économique n'est pas le même. Si vous prenez certains pays africains, vous avez par exemple une économie
économie formelle et, comme vous le savez, une économie informelle aussi. Et donc l'économie de non-profit, en général dans ces pays, elle est plutôt portée dans l'économie informelle. À l'autre bout du spectre, quand vous avez les États-Unis, je vous disais qu'il y a un an, j'étais à New York, je voulais monter une entreprise dans le champ de la question de l'impact. Et quand je suis allée aux États-Unis chercher des financeurs, je leur expliquais mon projet, ils avaient beaucoup de mal à comprendre le fait qu'on monte une entreprise mais qui n'a pas pour but de faire du profit. Et j'essayais de leur expliquer. Je voulais monter une entreprise qui fasse de la mesure de l'impact, notamment sur la question de l'égalité femmes-hommes dans l'économie. Et en gros, dire, au-delà du pinkwashing, si on peut le dire comme ça, il faut pouvoir quantifier et mesurer l'engagement des entreprises pour la place des femmes. Et donc, cette question de l'impact, des critères ESG, de la manière dont on va mesurer véritablement, je trouve qu'elle est passionnante. D'ailleurs, elle est un peu au cœur des débats sur l'économie sociale et solidaire. Comment on mesure l'impact, finalement. Donc, les critères ESG, environnement, social, gouvernance, voilà. Pour bien parler à tout le monde. Et ça. Ce qu'on dit de cette résolution à l'ONU, et je ne l'invente pas, donc je l'ai lu quelque part, c'est que quand même, c'est une résolution qui permet d'expliquer en quoi l'économie sociale et solidaire contribue à la réalisation des objectifs du développement durable. Exactement, c'est tout à fait ça, vous l'avez très bien dit. L'idée, c'est de dire que l'économie sociale et solidaire, elle n'agit pas que pour elle-même, elle agit aussi pour la société et pour la résolution des ODD de l'ONU. Donc, comme vous savez, il y a des objectifs de développement durable qui nous permettent d'atteindre des choses comme la paix, la sécurité pour toutes et tous dans son pays et dans son environnement, un monde sans violence et un monde profitable à chacun où tout le monde peut subvenir à ses besoins et sortir de la pauvreté. C'est complètement ce que réalise l'ESS. Et je rajouterais juste, pardon pour finir là-dessus, le point de la démocratie, qui est aussi interne. L'ESS n'est pas, et c'est certainement pas à vous que je l'apprends, je vous fais aucune leçon, mais j'aime rappeler que l'ESS, c'est pas juste une économie qui ne se préoccupe pas de faire du profit, ou en tout cas qui réengage ses bénéfices. C'est aussi une structure, ce sont des structures, c'est un écosystème qui est très attaché à la démocratie et à la manière dont on élit ses dirigeants, ses représentants. Je pense que c'est fondamental. À quoi ça sert de faire voter une résolution comme celle-là à l'ONU, sachant qu'en France, l'ESS pèse à peu près 7%, 8% du PIB, ouais. 10% des emplois. 10% des emplois. 14 des emplois. Chez Mediatico. Je lance pas le débat, je lance pas le débat. 14% de l'emploi privé. Je connais les chiffres. Oui, je sais que vous les connaissez, c'est pour ça que je lance pas le débat avec vous. En Europe, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, il y a des formes d'économie sociale et solidaire qui s'appellent autrement dans d'autres pays européens. Absolument. Mais à l'échelle de la planète, si vous prenez le Brésil, la Chine, l'Inde, l'économie sociale et solidaire, elle est inexistante. Donc, à quoi ça sert de faire voter une résolution comme celle-là, si ce n'est pour faire un coup de pub peut-être à l'ESS, ce qui est déjà pas mal, mais peut-être que ça va pas très loin non plus. Non, d'abord, c'est une demande des acteurs de l'économie sociale et solidaire en tant que telle. Moi, quand j'ai pris mes fonctions, je leur ai dit, je suis à votre service. Je sais que c'est un secteur dans lequel on co-construit les politiques publiques. Vous l'avez rappelé, moi, je suis venue de la place Beauvau, où j'étais 2 ans et demi. Dans la place Beauvau, on ne co-construit pas les politiques publiques avec les policiers, les préfets. Il y a des consultations, des indications, mais on est plus dans un système hiérarchisé et normé, où il y a des chefs et des chaînes de commandement. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est pas le cas. On est dans un secteur qui co-construit les politiques publiques et donc c'est une demande. Pour aller dans votre sens, je dirais que même au niveau européen, il n'y a pas de définition forcément similaire de l'ESS et pas d'activité similaire. Si vous prenez l'Espagne avec des grandes réussites comme Mondragon, que tout le monde connaît, et d'autres, exactement, qui a un grand modèle de réussite de l'économie sociale et solidaire, qui est assez en avance. Si vous prenez l'Italie, ils ont plus avancé sur les società benefita, qui sont un petit peu, qu'on peut rapprocher peut-être pas forcément de l'ESS, mais plus des entreprises à mission, de la raison d'être. Je suis à moitié italienne, donc oui. Et tout ça pour dire que dans les pays anglo-saxons, quand on va au Royaume-Uni, on a moins de grands modèles de réussite coopératifs. Donc c'est aussi intéressant au niveau européen d'agir. Je serai à Bruxelles prochainement justement pour continuer à porter ce sujet. On a commencé par l'ONU et on va redescendre à l'échelon européen qui est important aussi. Olivia Grégoire, sous présidence française de l'Union européenne, avait aussi travaillé de son côté. Absolument. Voilà, c'était votre prédécesseur. Moi, je suis complètement dans la continuité d'Olivia Grégoire, de Christophe Itier. Et je vais même vous dire quelque chose, j'espère qu'il ne me démentira pas, peut-être qu'il le fera, mais je suis même un peu dans la continuité de Benoît Hamon, finalement. Puisque sur la question de. Voilà. Ça va être le titre de cette vidéo, Marianne Schiappa. Allons-y. Alors, je ne suis pas dans la continuité de Benoît Hamon sur la laïcité, par exemple, on a des divergences. Mais sur des questions, par exemple, d'intégration, on a beaucoup travaillé ensemble avec le travail qu'il mène avec Singa sur l'accueil des personnes venant d'Ukraine, sur l'hébergement citoyen et sur l'économie sociale et solidaire. Je vais vous dire, moi j'admire beaucoup ce qui a été fait par Benoît Hamon et je pense qu'on se place dans la continuité, dans la défense de cet écosystème. Alors venons-y, parce que je vais le résumer
parce que le temps avance dans cette interview. Oui, Vous avez je suis aussi trop bavarde. depuis un an, mais non, mais moi aussi, Pardon. vous avez depuis un an aussi remis le 8 mars les premiers trophées pour Oui. des femmes dans l'économie sociale et solidaire. Oui. Vous avez lancé un appel à projet d'1,6 million pour soutenir financièrement les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique sur les territoires un peu partout en France. Et vous avez sélectionné 16 lauréats qui vont recevoir 100 000 euros chacun. Ouais. Bon, et puis, vous avez surtout dans votre feuille de route, il y avait 3 axes. Il y avait la simplification de la vie associative, il y avait le rayonnement des principes de l'ESS, et puis il y avait l'accompagnement et l'évaluation finalement de la loi ESS. Je voudrais qu'on parle de ça. Faites voter par Benoît Hamon en 2014, c'est lui qui l'a mise sur pied, une loi cadre de l'économie sociale et solidaire. Et puis aujourd'hui, on se dit, tiens, il faudrait l'évaluer. Ça sort d'où cette idée d'avoir besoin d'évaluer une loi qui n'a même pas 10 ans? C'est vrai qu'il va fêter ses 10 ans l'année prochaine. En 2024, en même temps que les Jeux Olympiques. Oui, voilà. Écoutez, là aussi, c'est une demande des acteurs. Moi, comme je vous le dis humblement, quand j'ai été nommée à l'économie sociale et solidaire, moi, vous savez, à la base, je suis une activiste féministe. J'ai travaillé aussi sur le développement économique, puisque j'ai été conseillère communautaire au développement économique. J'ai créé des entreprises moi-même, mais je ne prétends pas être au moment où j'ai été nommée, en tout cas maintenant, c'est plus le cas. Mais il y a un an, je n'étais pas une experte de l'économie sociale et solidaire, et donc j'ai été humblement à l'écoute des acteurs. Et tous m'ont dit... Qui vous a demandé d'évaluer la loi et peut-être de la changer? De nombreux acteurs de la société civile ont attiré mon attention sur le fait que nous arrivions aux 10 ans de la loi et qu'il était intéressant de se poser la question. Donc moi, je n'ai pas dit à ce stade que j'allais refaire une loi. Est-ce que c'est Christophe Itier qui vous l'aurait suggéré, soufflé dans l'oreille? Christophe Itier fait partie des personnes, mais Jérôme Sadier de SS France était aussi... il n'est pas super chaud pour une révision, lui, hein? Non, mais pour une évaluation, dans la mesure où SS France prend toute sa part à l'évaluation, bien sûr. Mais d'ailleurs, je ne vais pas plus vite que la musique. Ce que j'ai demandé, c'est j'ai demandé au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, qui est l'organisation qui existe dans la loi de 2014, consultative, et qui regroupe toutes les familles de l'économie sociale et solidaire, de nous dire quels sont les articles de la loi qui mériteraient d'être évalués. Et ensuite, j'étais par exemple avec Claire Toury ce matin du mouvement associatif pour travailler notamment sur ces sujets, mais ensuite le CESE, les parlementaires, toute organisation aura vocation à prendre part à cette évaluation. Et moi, je voudrais qu'on arrive à des consensus pour qu'on se dise qu'est-ce qu'on bouge, qu'est-ce qu'on ne bouge pas, qu'est-ce qui mérite d'être actualisé 10 ans après. Aujourd'hui, vous savez, l'économie de droit commun se pose des questions, par exemple sur le partage de la valeur, sur la réduction des écarts de salaire, que s'est posé l'ESS il y a 10 ans. Mais c'est mon édito d'avant-hier. C'est la loi Pacte. C'est la loi Pacte qui dit que les entreprises ont aussi le droit de s'engager. Ça n'est pas, c'est la loi Pacte d'il y a 4 ans, ça n'est pas la loi Hamon de 2014. Et donc la question de fond, c'est est-ce qu'il faut revoir cette loi? Parce que vous parlez de consensus. Non, il n'y a pas consensus en ce moment. Le mouvement Impact France, qui représentait les entrepreneurs sociaux dans l'ESS France, et je ne sais pas s'ils vont continuer de les représenter ou pas, est complètement divisé, puisqu'il y a une partie des anciens présidents de ce mouvement qui part créer un collectif sous un autre nom et qui demande la révision express de la loi Hamon et de l'agrément ESUS en prétextant finalement que, que le mouvement Impact France s'ouvre beaucoup trop largement à des entreprises engagées pour la RSE et perd finalement l'essentiel des valeurs des entrepreneurs sociaux. C'est très compliqué, je ne suis pas très clair. Non, c'est pas compliqué. Non, vous êtes très clair. C'est pas très compliqué finalement. J'ai bien tout ça en tête, parce que vous savez, je suis en lien avec tous ces acteurs de Eva Sadoun et Jean Moreau, les anciens coprésidents du MIF. Vous les avez reçus au ministère? Bien sûr, mais moi je reçois tout le monde, c'est mon rôle. Et vous avez reçu tout le monde dans ce conflit? Qui n'aurais-je pas reçu? Je sais pas, vous avez reçu Jérôme Sadier au ministère, vous avez reçu... Bien sûr. Oui. Jérôme Sadier, je le vois très régulièrement, non seulement au ministère, mais aussi en dehors, dans la mesure où il préside ESS France. Il a aussi d'autres responsabilités. J'allais venir sur les coopératives, Crédit Coopératif. Donc c'est évidemment un acteur majeur. J'échange avec lui. J'ai Christophe Itier au téléphone régulièrement. J'ai eu Pascal Demurger au moment de son élection également. Bien sûr, j'échange avec tout. C'est le rôle, c'est le rôle du ministre chargé de l'ESS d'être en lien avec tout l'écosystème. D'être en lien, oui. De discuter, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pensez que vous pouvez réconcilier la famille de l'ESS? Non, mais moi, je n'ai pas la prétention de réconcilier les familles de l'ESS. Non, c'est pas que c'est pas mon rôle, c'est que je n'ai pas cette prétention. En tout cas, dès lors que je peux mettre du lien, je le fais. Mais comme je vous le disais, et vous le savez mieux que moi, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un secteur où chacun aime
avoir ses prérogatives et n'apprécie pas toujours d'avoir le gouvernement qui se mêle de discussions internes. C'est pourquoi, autour des débats sur le mouvement Impact France, j'ai respecté le mouvement démocratique, les statuts de cette organisation et le fait qu'il y ait un vote démocratique. Et ensuite, je suis respectueuse des résultats du vote. C'est vrai pour le MIF, c'est vrai pour ESS France, pour le mouvement associatif, pour toute structure finalement avec laquelle nous avons à parler. Mais je suis soucieuse d'échanger avec tout le monde et je suis soucieuse qu'on se rappelle ce qui fait qu'il y a un commun dans l'économie sociale et solidaire. Et je pense que c'est extrêmement important parce que cette économie est encore tellement méconnue de la part du grand public. Vous avez rappelé les chiffres et vous et moi, on sait que ce sont des chiffres qui font débat, mais quand on va dire au dehors que la crèche associative c'est de l'ESS, qu'une bouteille de vin sur deux elle provient de l'ESS, qu'il y a un tel pourcentage important d'emplois qui sont dans l'ESS, parfois les gens tombent des nues. Quand j'ai été nommée, plein de gens m'ont dit félicitations, mais ça veut dire quoi ESS? Donc je pense qu'on a encore à évangéliser, voilà, vous voyez, et à sortir de nos écosystèmes pour défendre avec une voix commune ce que c'est que cette économie. Marlène Schiappa, quelle est votre conviction intime? Est-ce qu'il faut revoir la loi ESS de 2014 et en particulier son article 1 comme le demande le collectif des entrepreneurs sociaux? Moi, je pense que cette question, encore une fois, et je vais vous paraître paradoxale, mais je suis tellement attachée à la démocratie et à la co-construction que je ne veux pas préempter des décisions qui seraient prises par les acteurs que j'ai missionnés pour prendre ces décisions. Nous avons le 23 juin un Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. On me remettra à cette occasion les premiers rapports qui ont été faits sur l'analyse, justement, pour savoir quels articles doivent être revus. Moi, si on me dit à l'issue de ça, vous savez, les acteurs ont réfléchi, on trouve qu'en fait, il est tôt, comme vous disiez, ça fait 10 ans, c'est peut-être pas le moment, peut-être pas revoir la loi. Eh bien, on ne touchera pas à la loi. S'ils nous disent c'est du réglementaire et il faut changer à la marge, on changera à la marge. Et si inversement, ils nous disent faut tout revoir, parce que la loi PAC depuis, parce que des grandes entreprises en transition, parce que momentum international, il faut refaire la loi, eh bien, on les écoutera dans ce cas. Mais je vais vous dire, la situation étant ce qu'elle est, moi j'attends qu'on aille au bout du processus d'évaluation et je veux surtout pas préempter des conclusions, alors que j'ai demandé justement qu'on co-construise ces conclusions. On va finir sur un ton un petit peu plus léger, Marlène Schiappa. Ouais. Hier à Césure, c'est le nom du tiers-lieu dans lequel se trouve le studio de Mediatico. Magnifique tiers-lieu. Merci. On s'est amusé et on s'est amusé à sortir votre thème astral. Ah, super, j'adore. Est-ce que vous êtes bien né le 18 novembre 1982 à 10h50? L'heure est importante. Oui, vous êtes extrêmement bien renseigné. Voilà. Comment vous savez Alors, ça? il se trouve que dans votre thème astral, c'est le feu qui prédomine Ah, je suis dans votre très étonnée. personnalité. C'est étonnant. Hein. Alors, ça vous apporte de l'intuition, de l'énergie, du courage, de la confiance, de l'enthousiasme. Vous êtes encline à la passion et à la communication. Est-ce que vous croyez en l'astrologie? Vous savez que si je dis oui, je crois en l'astrologie, mon prochain bad buzz pour 6 semaines, c'est Marlène Schiappa, je crois à l'astrologie. Je me trompe pas mon conseiller en communication qui est en train de rédiger des CV. Si on peut faire le buzz chez Mediatico. Écoutez, manifestement, ce que vous venez de décrire, en tout cas, me semble correspondre à votre personnalité. Ça marche bien. Hein. Ouais. En tout cas, ça fait beaucoup de qualités, à mes yeux, qui vont bien à beaucoup de mamans qui sont pleines de convictions, qui sont entrepreneuses dans l'ESS et dans le monde associatif. Et comme c'est la fête des mères ce week-end, moi j'avais envie de profiter de cette occasion pour faire un clin d'œil à toutes les mamans de l'économie sociale et solidaire et à l'association que vous avez cofondée, Marlène Schiappa, Maman Travail. C'est gentil, il y a un petit bout de temps, on n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'on ne peut pas parler de tout dans une interview sur Mediatico. Mais en tous les cas, bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à vous, Marlène Schiappa. Vous êtes maman aussi. Et merci beaucoup d'être venue. C'est moi qui vous remercie. Et si vous me permettez, j'en profite pour dire que pour la fête des mères, on peut faire des cadeaux issus de l'économie sociale et solidaire, fabriqués dans des ESAT ou issus de recycleries, ou offrir des bons et des adhésions ou des dons à des associations. Voilà. Mille merci. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Avec plaisir.